Bonjour, merci de nous retrouver pour Fil Éco, votre émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Et dans l'actualité de cette semaine, la première pierre de l'entrée du quartier de Villarrois a été posée. Explications et retour sur ce chantier de taille à Guyancourt. Alors que le contrat de travail est au cœur des négociations entre syndicats et patronat, la CGPME des Yvelines a organisé une réunion d'information à destination des chefs d'entreprise pour tout comprendre sur ces règles de base. Enfin, dans notre partie magazine, une initiative originale, le premier bar à sirop des Yvelines vient d'ouvrir. Il est à Chevreuse et il est tenu par un artisan siropier. Nous vous le ferons découvrir. Et notre entretien cette semaine sera consacré à la pépinière d'entreprise de Versailles Grand Parc. Quelle aide, quelles solutions apporte-t-elle notamment aux startups? Pour répondre à ces questions en plateau avec moi, Corinne Saget. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la pépinière d'entreprise de Versailles Grand Parc. Nous reviendrons avec vous sur ce sujet, mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Suppression de postes chez Areva, la nouvelle est tombée aujourd'hui. 5 à 6 000 suppressions de postes sont à attendre dans le monde, dont 4 à 5 000 en France. L'annonce de ce plan social n'a pas surpris, mais il inquiète. Le géant nucléaire a enregistré des pertes importantes ces dernières années, 4,8 milliards pour 2014. De mauvais résultats qui ont pour conséquence une baisse des effectifs. Et cela concernera le site de Montigny-le-Bretonneux où travaillent à peu près 1 millier de salariés. On ne sait pas encore comment cela va impacter les effectifs yvelinois. Selon la direction, les négociations avec les syndicats pour structurer le dialogue social et la gestion des emplois et des compétences est en cours. Areva prévoit également 1 milliard d'euros d'économies sur les 3 prochaines années. Et je vous le disais en titre, cette semaine, la première pierre du chantier de l'entrée du quartier de Villarrois a été posée. C'est un chantier d'envergure. Il comprend des logements, des bureaux et des commerces, mais pas seulement. Distingué il y a quelques semaines par un prix d'architecture, il devrait donner un nouveau visage à ce quartier. Regardez ce reportage réalisé avec William L. Ils étaient nombreux mercredi à venir assister à la pose de la première pierre de l'entrée du quartier Villarrois. Certains futurs propriétaires étaient déjà présents. Appelé Côté Jardin, le projet va accueillir entre autres 83 logements, un hôtel de 102 chambres et une maison pluridisciplinaire de santé dans la zone d'activité commerciale à Guyancourt. Le quartier de Villarrois a déjà une véritable dynamique et un bel équilibre entre le logement, l'activité, les équipements publics. Et là, avec l'entrée de quartier, on viendra terminer ce qui a été commencé. Un chantier d'envergure face au technocentre de Renault. Ce projet, au budget de 40 millions d'euros, s'étend sur un périmètre de 20 000 m² et se décompose en 2 étapes. L'entrée du quartier de Villarrois se décompose sur 2 terrains, donc celui-ci qui est la première tranche. Et donc l'idée était architecturalement d'avoir une façade qui était très proche dans son esprit, entre la partie gauche là qui est la première tranche dans laquelle vous verrez donc l'hôtel, et ensuite à droite les bureaux qui auront une architecture qui sera assez similaire. La seconde étape comprend des immeubles bas et fait la part belle à la végétation, une des raisons pour lesquelles le projet a été lauréat du prix régional des pyramides d'argent il y a quelques semaines. C'est un petit peu l'équivalent des Césars, si vous voulez, pour le cinéma. Et ce projet, il a été distingué à la fois pour justement cette multiplicité d'usages dans un même ensemble, et puis en même temps pour sa qualité architecturale. Le résultat devrait être visible d'ici 2016 pour la première étape et d'ici 2017 pour la seconde partie du projet décidé il y a 2 ans. C'est une opération stratégique. Ça nous fait penser à l'avenir, puisque juste à quelques centaines de mètres d'ici, nous aurons la gare de Saint-Quentin-Est sur la ligne 18, donc c'est très important. Et donc c'est dans cette perspective-là aussi que nous souhaitons aménager le reste aussi du quartier de Villarrois. Donc voilà, c'est symbolique, c'est important. Pour les habitants, les conséquences seront de taille. En plus des 1300 m² de commerce, 14 spécialistes de santé vont s'implanter dans la maison pluridisciplinaire. Seulement 6 logements sont encore à pourvoir. Et l'événement a lieu aujourd'hui. Ce midi, plus précisément, la Fondation Banque Populaire Val-de-France a remis une dotation à la Fondation Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines de 25 000 euros. L'engagement de l'établissement bancaire s'étalera sur 3 ans pour un total de 75 000 euros. Ce montant va aider au déploiement du cluster de compétences vert et bleu et notamment une version mobile. Ce site est destiné à mettre en relation les étudiants, les enseignants-chercheurs, les diplômés et les entreprises qui peuvent poster des offres d'emploi. À ce jour, 4 500 profils ont été créés, plus de 1000 recruteurs sont inscrits. Un partenariat qui a mis plus d'1 an à être signé. Écoutez Jean-Luc Vessière au micro de Mélanie Poquet. On est vraiment à l'université du territoire où les politiques, les parents, les industriels font confiance, donnent de l'argent
c'est une grande famille, quoi. Donc c'est une reconnaissance pour l'université pour ses activités de formation, de recherche. Il ne nous a pas échappé que le contexte est un peu compliqué, non seulement dans les finances publiques, mais également dans le privé. Et il y a beaucoup de sollicitations. Donc il faut arriver jusqu'à la personne qui a la possibilité de donner l'argent. Dans une entreprise, il faut arriver assez haut, il faut arriver à solliciter la personne, avoir un rendez-vous, la convaincre que c'est intéressant d'avoir un partenariat. Donc ça prend beaucoup de temps, quoi. Et je vous le disais en début d'émission, depuis plusieurs mois, le contrat de travail est au cœur des préoccupations. Les représentants du patronat mettent en avant la peur de licencier pour justifier leur crainte d'embaucher, alors que les organisations patronales et syndicales se réunissaient ce jeudi au siège du MEDEF pour une 4e séance d'évaluation de l'accord national interprofessionnel de 2013. La CGPME organisait ce matin une réunion d'information sur ce thème pour rassurer les patrons dans le cadre des Jeudis de l'excellence. Un reportage réalisé avec William L. et Yolène Thorez. Le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter, tandis que du côté des employeurs, la peur de l'embauche est bien présente chez bon nombre d'entre eux. C'était le thème de la réunion ce matin, proposée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises des Yvelines. L'objectif, dédramatiser l'acte d'embauche en apportant un maximum d'informations aux chefs d'entreprise. On a trop souvent des chefs d'entreprise qui viennent nous dire c'est terminé, je n'embauche plus, c'est trop compliqué, le code du travail est trop complexe, je ne m'y retrouve pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc si on connaît un petit peu les règles de base, eh bien, on peut éventuellement passer à l'acte, je dirais. Jurisprudence, code du travail, les règles de forme à connaître sont nombreuses. Une règle de base tout à fait classique, c'est que le principe, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. Contrat de travail à durée indéterminée qui peut d'ailleurs ne pas être écrit, qui peut être verbal. L'exception, c'est le contrat de travail à durée déterminée. Donc vous ne pouvez avoir recours à un salarié pour une durée déterminée que si vous justifiez d'un motif qui est prévu par la loi. Et ce motif doit figurer expressément dans le contrat de travail. Donc il doit bien sûr y avoir un contrat de travail écrit. Ça m'a conforté dans le fait qu'on a de bonnes pratiques, et puis ça m'a appris aussi avec les échanges des autres participants qu'il y a des nouveautés réglementaires à appliquer bientôt. Parmi ces nouveautés évoquées ce matin, l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 salariés, une obligation de l'employeur à respecter sous peine de sanctions financières. Prochaine réunion prévue le 12 mai sur le thème de la réforme de formation professionnelle. Et je vous propose de passer maintenant à notre entretien de la semaine. Dans notre entretien cette semaine, il est question de la pépinière de Versailles Grand Parc, ses initiatives et ses dynamiques. Pour en parler avec moi en plateau, je le rappelle, Corinne Saget, donc la directrice de Versailles Grand Parc. La réunion que nous venons de voir dans le sujet précédent s'est déroulée à la pépinière de Versailles Grand Parc. C'est des choses qui ont l'habitude de se passer chez vous, au sein de la pépinière ? Oui, tout à fait. En fait, dans notre bâtiment, nous avons une grande salle de réunion que nous utilisons nous-mêmes pour nos propres besoins, nos propres animations, mais que nous mettons également à disposition de nos partenaires qui sont très connectés avec les activités concernant les jeunes entreprises, la création d'entreprises, telles que la CGPME, ça pourrait être la Chambre de commerce ou d'autres associations qui évoluent dans cet écosystème. Donc pour rappeler les activités de la pépinière de Versailles Grand Parc, le but c'est d'aider les entreprises à grandir, c'est ça ? Exactement, et ça se traduit concrètement. Une pépinière d'entreprise en général, c'est un bâtiment dans lequel nous louons des bureaux, dans certaines structures ça peut être des ateliers, voire même des laboratoires, qui sont ouverts à des jeunes entreprises en cours de création ou qui ont en général maximum 2-3 ans d'activité. Les différents services que vous leur proposez, c'est de l'accompagnement, c'est aussi des bureaux, mais aussi, je sais pas, du matériel ? Alors, je dirais, premièrement, finalement, il y a 2 grandes missions pour une pépinière. En général, il y a d'ailleurs une norme AFNOR qui recommande un certain nombre de choses au niveau des pépinières. C'est 2 grands aspects. C'est quand même la structure immobilière, le bureau, l'accueil, la permanence téléphonique, etc. Et des services qu'on va qualifier plus d'accompagnement, d'animation. Quel intérêt pour, je ne sais pas, un jeune entrepreneur, imaginons un designer en freelance, de venir prendre un bureau chez vous plutôt que de rester travailler chez lui ? Alors, soit cette personne peut rester chez lui, déjà il y a une condition d'environnement, c'est pas toujours facile pour certaines personnes de travailler chez eux, ils ont du mal à distinguer, à séparer la fonction strictement personnelle de la fonction professionnelle, et également, donc effectivement c'est un moindre coût dans ce cas-là, dès que l'entreprise a besoin d'un environnement plus professionnel, parce qu'elle se développe, parce que ça correspond bien à cette personne, dans ce cas-là il va plutôt aller vers une structure type pépinière ou d'autres locaux d'ailleurs. L'avantage c'est
être vraiment dans un univers professionnel, souvent ces personnes-là, quand même bien souvent, ont eu une activité professionnelle de salariés par le passé, et ils ont un peu de mal à se retrouver tout seuls. Dans une pépinière d'entreprise, ils vont côtoyer chaque jour, au quotidien, d'autres personnes qui sont en plus dans les mêmes problématiques ou sont dans les mêmes préoccupations. Donc ça les rassure également. Vous avez 29 entreprises que vous accueillez au sein de la pépinière de Versailles Grand Parc, c'est ça? Oui, exactement, aujourd'hui, c'est cela. Comment se passe le processus de recrutement? Parce qu'il y en a un, on ne peut pas venir comme ça. Oui, à Versailles, comme dans beaucoup d'autres pépinières, en général, il faut nous présenter un business plan, dossier de candidature, qui nous permet de connaître la personne et surtout de connaître l'entreprise, l'activité qui est projetée ou qui existe. Si l'entreprise a déjà quelques mois d'activité, on va lui demander de nous joindre également des éléments financiers prévisionnels, ce qui nous permet d'avoir une visibilité, même si ça n'est jamais certain, sur l'entreprise. De toute façon, derrière, il y a toujours un entretien, au-delà du document papier qui va nous être transmis par mail en règle générale. Et quel projet vous allez plus facilement accompagner Alors, à Versailles, nous sommes une pépinière dite généraliste, c'est-à-dire qu'on va s'adresser, dans les faits, essentiellement à des entreprises de services, B2B, services d'entreprise, très peu de services à la personne, on en a 2. Pour le reste, B2B et... quel que soit le secteur d'activité, finalement, on va surtout retrouver des services du conseil, des secteurs informatiques, également du commerce inter-entreprise, pas du commerce de boutique. Est-ce que l'étiquette Versailles attire plus? Il y a plus de start-up, d'entreprises qui veulent se faire accompagner pour bénéficier du rayonnement de la ville? Alors, je pense que c'est plutôt positif, c'est plutôt favorable pour Versailles. Après, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en pépinière, finalement, la zone de chalandise est assez limitée. Donc, quelqu'un qui habitera à Marne-la-Vallée, voire même à l'opposé du département des Yvelines, a priori ne viendra pas à Versailles, sauf si vraiment pour lui c'est incontournable. Quelle dynamique vous essayez précisément de mettre en place à Versailles? Est-ce qu'il y a des choses particulières par rapport à d'autres startups peut-être? On essaie vraiment de répondre vraiment à la problématique immobilière. Ils ont besoin d'un bureau, donc d'être souple, des conventions extrêmement souples, évolutives. J'ai besoin d'un bureau, peut-être que plus tard j'aurai besoin de plusieurs bureaux. Je dois partir finalement plus vite que prévu. Je vais pouvoir résilier mon contrat très très vite. Donc c'est une souplesse, une fluidité qui est extrêmement importante pour les jeunes entreprises qui ne maîtrisent pas finalement, même à très court terme et à fortiori à moyen terme, leur avenir. Et également donc de développer, d'animer la structure, ce qui va leur permettre, on va ainsi leur apporter un certain nombre d'informations, de conseils, d'accompagnement. Le problème pour les startups, on parle souvent du palier des 3 ans, c'est quand même financier. Est-ce qu'à ce niveau-là, une pépinière d'entreprise, ça peut aider, ça peut apporter quelque chose? Alors, nous, pépinières, nous n'apportons pas de financement ni d'aide financière. En revanche, on est en général très très bien connectés, c'est le cas notamment à Versailles, dans ce réseau de partenaires. Donc, on pourra quand même bien orienter vers les réseaux de business angels, un peu plus vers les banques, vers les structures d'accompagnement qui pourront aider, conseiller, accompagner l'entreprise. Le réseau, c'est justement ce qui manque, des jeunes startups qui commencent, c'est ça, un des points clés? C'est un point très important, oui. Souvent, les entreprises qui viennent en pépinière, qu'est-ce qui peut faire la différence? Je dirais chez moi, c'est certes, je vais être dans un univers professionnel, certes, c'est aussi la rupture de l'isolement, c'est aussi d'être connecté à un environnement qui va peut-être des fois leur faciliter la tâche. Le dynamisme, les choses que vous essayez de mettre en place dans le territoire, est-ce que c'est vraiment l'impact du réseau connecté avec les Yvelines, avec Paris? Quelle est un peu la dynamique profonde que vous essayez de mettre en avant? Alors, sur la pépinière, je considère que c'est vraiment la connexion avec l'écosystème des Yvelines. Et bien sûr, puisqu'on est en Île-de-France, aussi, on est repéré, en tout cas, on essaie d'être en contact avec les structures régionales, ça va être le conseil régional, Paris Région Entreprise, et toutes ces structures qui rayonnent au-delà du simple territoire. Quel, conseil vous donneriez à une start-up et quelle aussi start-up peut venir s'adresser à vous peut-être pour se faire accompagner en dernier mot en conclusion? Je dirais vraiment, pour une entreprise de se démarrer, c'est vraiment de bien évaluer son business, surtout son marché, sa clientèle, parce que pour moi, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Merci Corinne Saget d'être venue en plateau avec nous. Nous continuons tout de suite notre émission avec le chiffre de la semaine.
9, c'est le nombre de pépinières d'entreprises existantes dans les Yvelines. Alors parmi elles, il y a Promopole, il y a l'espace Isaac Newton, Louvciennes ou encore Versailles Grand Parc dont nous venons de parler. En tout, près de 400 bureaux et un peu plus et ateliers sont disponibles sur le territoire. Il faut savoir qu'en France, environ 4000 personnes travaillent dans des entreprises hébergées. Les indicateurs de taux de succès sont de 80,5% pour les entreprises en pépinière. Et je vous propose maintenant de passer à notre partie magazine avec l'entreprise de la semaine. Êtes-vous déjà allé dans un bar à sirop? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller à l'Alchimiste. C'est le nom du premier bar à sirop des Yvelines. Il est ouvert à Chevreuse et il est tenu par un artisan siropier, Marc Chenu. Patrick Jacques de Dixmude à l'image et Romain Ruspiné au montage pour ce reportage rafraîchissant. Du soleil, une terrasse et peut-être la boisson de cet été à Chevreuse, le sirop de poivre de Tasmanie ou de citron Bella. Le propriétaire de ce bar à sirop, c'est Marc Chenu. Il est ce qu'on appelle un siropier. Diplômé d'un brevet de responsable d'exploitation agricole dans le domaine des plantes médicinales, aromatiques et à parfum, il n'a cessé de se former notamment auprès de l'Institut français du goût à Tours. Aujourd'hui, il élabore lui-même une quarantaine de sirops différents et change régulièrement ses recettes. Je travaille en petite cuve, en grosse cuve comme celle-ci, voilà. Là, j'ai un extracteur de jus à la vapeur pour tout ce qui est fruits. Après, j'ai ma petite centrifugeuse. Et les agrumes, ça c'est mon travail, mais je refuse d'avoir une machine pour presser les agrumes, donc je les presse à la main. Ça c'est un mélange donc citron vert, citron jaune et menthe, donc qui fait un peu penser au mojito. Donc alors, comme je disais, mes préparations, je travaille donc par macération, infusion ou décoction de plantes. Bon là, j'ai fait un sirop de sucre, j'ai extrait le jus des agrumes, donc c'est du pur jus de fruits que je transforme en sirop. Et après, je rajoute des zestes, d'amandes fraîches et ça macère pendant à peu près 4 jours. Le siropier a créé son entreprise il y a 2 ans maintenant et a vu son chiffre d'affaires augmenter de 20 à 30%. Cet Yvelinois d'origine s'est expatrié il y a des années dans le sud à Uzès avant de revenir à Chevreuse pour ouvrir son bar. Moi, je montais déjà sur Paris 4-5 fois par an. Donc je me suis dit, j'ai une clientèle sur Paris, c'est dommage de rester dans le sud 2 mois d'été où on fonctionne bien correctement et partir après sur Paris. Sur une semaine sur Paris, ça équivalait en termes de chiffre d'affaires à 1 mois à Uzès dans le sud de l'été. Les loyers commerciaux sont bien plus attractifs ici que dans le sud de la France, environ 3 fois moins cher. Pour se financer, Marc a également fait appel au site de financement participatif Hello Merci, une initiative conseillée par le parc de Chevreuse. J'ai trouvé ça très bien parce que ça dynamise, si vous voulez, l'activité économique. Ça la dynamise, ça la responsabilise, il y a des échanges. Le jour de l'ouverture, il y a 3 prêteurs qui sont venus. Donc on a pu échanger. Pour moi, je trouve ça très très bien par rapport à une banque. Un risque amoindri et surtout un ancrage renforcé avec le tissu local. Il lui a permis de récupérer 7 000 €, une somme qu'il espère bientôt rembourser, sans pour autant s'éloigner de son mode de travail artisanal. Je suis parti sur une moyenne, on va dire, entre 800 et 1500 bouteilles. C'est à peu près ça. Il faut que je tourne à une moyenne de 1000 bouteilles par mois. Parce que c'est un produit un peu différent, c'est un produit... c'est une niche. Hein. Une niche qui intéresse les particuliers, les épiceries fines, les restaurateurs et déjà des acteurs d'événements locaux. Ça m'intéresse parce que ça soit sur la route des 4 Châteaux, le Trail des Lavoirs, on est sur le système des circuits courts, c'est-à-dire qu'on favorise le commerce local. Et l'activité de Marc m'intéressait vraiment parce que c'est un siropier, donc c'est un produit artisanal et donc qui va complètement avec ce qu'on développe sur la route des 4 Châteaux, découverte, je dirais, de la vallée de Chevreuse à travers son terroir. Marc Chenu a baptisé son bar L'Alchimiste en hommage au livre de Paolo Coelho. Pour la seconde référence, il vous faudra déguster ses sirops. Et passons maintenant au métier de la semaine. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'un apiculteur. La récolte se prépare pour ces passionnés de nature, souvent non professionnels, qui rencontrent de plus en plus de difficultés. Nous nous sommes intéressés à cette activité, de plus en plus exposée aux problématiques environnementales qui impactent leur économie. Portrait avec William L. et Mélanie Poquet. Pour aller voir les abeilles, il faut leur dire bonjour. Et pour leur dire bonjour, on va faire de la fumée.
Cela fait 30 ans que Jackie Boisseau salue ses abeilles, étape incontournable pour avoir accès à leur nid. Ancien cadre chez Renault, il a commencé comme beaucoup par passion. Une fois à la retraite, il s'y est complètement consacré. Concours de circonstances, j'ai été piqué la première fois et j'avoue que ça m'a laissé des traces. Mais maintenant, je ne gonfle plus. 20 ruches constituent son cheptel. En France, 91% des apiculteurs ne sont pas professionnels. Ils possèdent 1 à 30 ruches. Comme Jackie, on les appelle les producteurs familiaux. Pourtant, même à ce niveau, cette activité demande un certain investissement. Ça coûte assez cher en termes d'investissement. Il y a bien sûr les ruches, il y a les abeilles. Donc globalement, ça coûte à peu près 300 € chaque ruche. Ensuite, il faut un extracteur, il faut un maturateur et il faut ensuite faire le renouvellement du matériel. Globalement, c'est peut-être 10 ou 15 000 € au total. Chaque année, l'apiculteur consacre en moyenne 600 € à sa passion. Il faut entretenir les ruches, mais aussi conserver les 30 à 50 000 abeilles présentes dans chacune d'elles. Une ruche, c'est à peu près 150 €. Un essaim d'abeilles, c'est 150 €. Une tenue, il faut compter une centaine d'euros. Disons que l'équipement pour avoir sa propre ruche, il faut compter un budget de 450 € à peu près. Dans quelques semaines, il sera temps de récolter au château de Plaisir. Alors avant, il faut vérifier où en est sa colonie. Pour l'instant, non, c'est pas à la hauteur de nos espérances. Normalement, ça devrait être plein de miel, tout ça. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc ici, normalement, tout ça, c'est plein de miel. Là, on commence à avoir un petit peu de miel. On peut éventuellement le goûter. Il est encore très liquide. Et il est plutôt sous forme de nectar encore, parce qu'il n'a pas été transformé en miel encore. Pour qu'il soit transformé en miel, il faut que les alvéoles soient operculées. Lorsque le miel est operculé, eh bien, c'est que le miel est mûr, il est à 18% d'humidité. Si le nectar 2015 s'annonce gourmand à Plaisir, il constate l'augmentation des difficultés rencontrées par la filière. Les espèces invasives comme le frelon asiatique ou le varroa Jacobson, un acarien, s'ajoutent aux nuisances subies par les abeilles. Je me rappelle dans les années 90, sur une ruche, faire 50-60 kg de miel, sans exception, sans mortalité d'abeilles. Actuellement, on est dans des situations un peu plus critiques, non pas liées à la pollution, mais liées à des phénomènes météorologiques qui perturbent donc l'activité et le cycle normal donc, de développement des colonies. Une bonne récolte, c'est environ 60 kg de miel par ruche, mais tout ne se passe pas toujours aussi bien. Soit qu'on a zéro, soit qu'au printemps, on a des ruches qui meurent. Et ça, c'est une catastrophe pour l'apiculture et aussi pour l'apiculteur. C'est un deuil. Avec des stages d'initiation et des conférences données à la ferme de Galy ou au potager du Roi, il tente de sensibiliser les gens aux problèmes rencontrés par la filière. En France, le nombre d'apiculteurs reste stable. En revanche, entre 2011 et 2014, la production de miel a baissé de moitié. Elle est passée de 20 000 à 10 000 tonnes en 3 ans. Et pour les amateurs, sachez que la récolte se fait entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de Fileco.